J'ai passé plus de 25 ans à aménager des extérieurs, à tester des matériaux, à planter, à raser et à recommencer. Dans cette cour, j'ai gagné de l'argent. J'ai économisé des sommes folles. Mais je vais être totalement transparent avec vous aujourd'hui. J'ai aussi commis des erreurs monumentales. Des erreurs qui m'ont coûté un temps précieux, des milliers d'euros et une frustration telle que je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler chacune d'entre elles. Sans filtre. Je ne fais pas ça pour le plaisir de m'afficher ou de pointer du doigt des ratés. Mais parce que personne dans votre jardinerie locale ou votre magasin de bricolage ne va s'asseoir avec vous pour vous dire la vérité. Personne ne vous arrêtera devant un rayon en vous disant de reposer ce produit. Pourquoi ? Parce que le marché du jardinage et de l'aménagement profite directement de vos erreurs de débutant. Chaque fois qu'une plante invasive s'emballe et que vous devez payer une entreprise pour tout arracher, chaque fois qu'un revêtement bas de gamme se fissure après 2 hivers et qu'il faut refaire la terrasse, chaque fois qu'un éclairage de mauvaise qualité prend l'eau, il gagne et vous perdez. C'est le modèle économique classique et j'ai décidé d'arrêter de faire semblant. L'aménagement de votre cour ou de votre jardin n'est pas qu'une question de plantes décoratives, c'est le prolongement direct de votre maison, le lieu où votre famille cherche à se détendre, et le premier élément visuel qui définit la valeur perçue de votre propriété. Un extérieur mal pensé ou gâché par des choix impulsifs peut transformer un havre de paix en un fardeau quotidien de maintenance et en un gouffre financier. À la fin de cet épisode, vous aurez en main une grille de lecture précise pour analyser votre espace à partir de zéro. Vous saurez identifier les pièges visuels qui font paraître une propriété négligée ou cheap. Comment choisir des matériaux et des végétaux qui se bonifient avec le temps. Et surtout, comment obtenir un rendu haut de gamme sans vider votre compte bancaire. Avant de plonger dans le vif du sujet et d'analyser ces erreurs, j'ai besoin d'une chose. Indiquez-moi votre département ou votre région en commentaire dès maintenant. Cela me permet d'adapter mes prochains conseils aux spécificités climatiques et au sol de nos régions françaises. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car nous allons aborder un cas particulièrement vicieux de plantes vendues partout en France comme un couvre-sol miracle et parfumé, mais qui s'avère être un véritable cauchemar destructeur pour vos massifs et vos structures. Pour aborder l'aménagement paysager avec clarté, il faut segmenter les solutions en grandes catégories fonctionnelles. Les surfaces dures comme les terrasses, les patios et les allées, les éléments vivants que sont la pelouse et les massifs, et enfin les structures de confort, à savoir l'éclairage, les zones de détente et les dispositifs d'intimité. Traditionnellement, le propriétaire français se tourne vers des solutions standardisées par habitude ou par facilité d'achat immédiat. Pour les terrasses, le choix se porte souvent sur le bois traité, le composite ou les dalles en béton clippé. Pour délimiter les espaces et créer de l'ombre, les canisses en plastique, les panneaux de bois de grande surface et les storban restent les options les plus courantes. Du côté du végétal, la tendance est aux pelouses impeccables gourmandes en eau et aux haies de thuya ou de laurier monospécifique pour se cacher des voisins au plus vite. Cependant, la réussite visuelle et la durabilité de ces aménagements dépendent de 4 facteurs fondamentaux trop souvent ignorés lors de l'achat. La gestion de la lumière, l'échelle des proportions, le niveau d'entretien réel et la cohérence dans la combinaison des matériaux. La lumière, par exemple, change tout. Un dallage trop clair en plein soleil méditerranéen deviendra aveuglant, tandis qu'un bois sombre dans un petit jardin francilien, encaissé rendra l'espace minuscule et triste. L'échelle est un autre piège majeur. Installer des dalles de petit format sur une grande terrasse crée un effet de quadrillage visuel lourd qui surcharge le regard, alors que de grands formats épurent l'espace. Concernant l'entretien, l'erreur est de sous-estimer le temps nécessaire pour maintenir l'aspect d'origine. Un matériau qui demande un traitement chimique ou un nettoyage haute pression 3 fois par an finira par être négligé, et un aménagement négligé perd instantanément toute son élégance. Enfin, la combinaison des textures doit obéir à une règle de sobriété. Vouloir marier du composite gris anthropologue avec des murets en pierre reconstituées jaune-beige et des galets blancs d'ornement crée une cacophonie visuelle flagrante. Les extérieurs les plus réussis et les plus luxueux visuellement reposent sur une palette limitée à 2 ou 3 matériaux nobles et locaux,
qui dialoguent harmonieusement avec l'architecture de la maison. Analysons maintenant ce qui trahit immédiatement un aménagement bas de gamme ou une économie mal placée. Visuellement, le premier élément qui saute aux yeux et dévalue une cour est la présence de matériaux synthétiques imitation nature qui vieillissent mal. Les gazons synthétiques de premier prix qui virent au bleuâtre sous l'effet des UV, les clôtures en PVC brillant qui jaunissent et accumulent la stagnation de l'eau, ou les canisses en plastique qui se cassent au premier coup de vent, sont des marqueurs absolus de bas de gamme. Un autre point critique concerne la maçonnerie et la pose des dallages. Les allées et terrasses, posées sur un lit de sable mal compacté, sans véritable préparation de sol, finissent par s'affaisser, créant des vagues, des joints qui éclatent et des mauvaises herbes qui colonisent les interstices. Ce spectacle de dalles bancales ruine instantanément l'esthétique générale, même si les dalles elles-mêmes ont coûté cher. C'est ici que l'économie au mauvais endroit fait des ravages. Préférez dépenser tout son budget dans le revêtement de surfaces visibles en sacrifiant la préparation invisible du sous-sol, comme le terrassement, le géotextile et le drainage. Côté végétal, l'erreur typique qui fait paraître un jardin bon marché est l'achat impulsif de plantes d'ornement sans cohérence de croissance. On achète une menthe en pot pour ses mojitos et on la plante en pleine terre. En 3 ans, ces rhizomes souterrains agressifs colonisent les massifs et soulèvent les pavés de l'allée. On succombe au charme d'une glycine de Chine sur une pergola légère. Sa force de torsion monumentale finit par tordre les montants en aluminium et arracher les gouttières. On plante du lierre anglais pour couvrir un talus difficile. Il grimpe sur les façades, s'infiltre sous les tuiles et crée un microclimat humide qui favorise les champignons et détériore les enduits. Même chose avec le bambou traçant non contrôlé par une barrière anti-rhizome solide. Il traverse le bitume des allées, envahit le terrain du voisin et génère des conflits juridiques ou des factures de terrassement à plusieurs milliers d'euros. Enfin, l'éclairage nocturne est souvent le parent pauvre de l'aménagement. Installer une multitude de petites balises solaires bon marché en plastique blanc, le long d'une allée crée un effet de piste d'atterrissage criard et low cost qui gâche l'ambiance nocturne au lieu de valoriser les volumes du jardin. Pour transformer votre extérieur sans vous ruiner et éviter ces pièges, voici une méthode étape par étape, basée sur le bon sens et la durabilité. La première recommandation est de planifier vos travaux à l'envers. Commencez toujours par ce qui ne se verra plus. Consacrez une part substantielle de vos ressources au drainage, à la stabilisation des sols et aux réseaux électriques ou d'évacuation d'eau. Si vous réalisez les travaux vous-même, louez une plaque vibrante pour compacter vos fonds de forme. C'est la seule garantie pour que vos allées et terrasses restent droites pendant 20 ans. Pour les alternatives budgétaires astucieuses, remplacez les dalles XL en pierre naturelle par un béton désactivé bien réalisé ou un gravier stabilisé par des plaques alvéolées de type nid d'abeille. Le gravier local bien choisi dans des teintes sobres comme le gris d'Anjou ou le beige calcaire apporte un charme intemporel très élégant pour une fraction du prix d'un dallage. Côté végétation, remplacez les envahisseurs. Au lieu de la menthe traçante en terre, utilisez des grands pots en terre cuite ou en béton posés sur une terrasse en dur pour stopper net les coureurs de surface. À la place de la glycine destructrice, optez pour des variétés de clématites persistantes ou un jasmin étoilé qui s'enroule délicatement sans détruire les supports. Pour l'intimité, oubliez les panneaux de bois traités qui grisent de façon irrégulière et préférez une haie mixte persistance caduque composée de charmille, d'osmanthus et de viorne, qui demande moins de traitement et structure l'espace de façon naturelle. L'éclairage doit être pensé avec parcimonie. 3 spots basse tension bien positionnés au pied de vos plus beaux arbres ou d'un muret en pierre produiront un effet architectural infiniment plus luxueux que 20 bornes solaires dispersées. Vous pouvez réaliser vous-même les plantations, le paillage organique et la pose des graviers. En revanche, faites appel à un professionnel pour le terrassement initial si votre terrain est en pente, pour la pose de revêtements drainants complexes et pour l'élagage des grands arbres existants. L'erreur fréquente ici est de vouloir tout finir en une seule saison en achetant des plantes minuscules et bon marché serrées les unes contre les autres. Laissez-leur de l'espace pour grandir et investissez plutôt dans un bon paillage de plaquettes de bois pour nourrir le sol et limiter l'arrosage. En résumé,
Pour réussir l'aménagement de votre cour et lui donner une allure haut de gamme, vous devez appliquer des règles strictes de sobriété et de préparation technique. Voici votre checklist compacte avant de poser la première pierre ou d'acheter votre premier végétal. Validez que la structure sous votre future terrasse comporte un système d'évacuation des eaux de pluie efficace. Limitez votre choix de matériaux visibles à 2 textures complémentaires maximum. Vérifiez systématiquement sur l'étiquette d'une plante son mode de propagation souterrain et refusez les variétés traçantes sans protection adéquate. Privilégiez la qualité structurelle à la quantité décorative en évitant les éléments en plastique ou synthétique. Un extérieur qui paraît cher est simplement un extérieur où chaque élément semble à sa place, bien entretenu et en harmonie avec son environnement naturel. Les économies intelligentes se font sur le choix des fournisseurs locaux et sur votre propre main-d'œuvre pour les finitions. Jamais sur les fondations. Maintenant, c'est à vous de jouer pour enrichir la communauté. Quel est le aménagement ou la plante que vous regrettez le plus d'avoir installé dans votre jardin actuel et quelle solution avez-vous trouvé pour corriger le tir? Partagez votre expérience en commentaire, cela évitera à coup sûr de lourdes erreurs aux autres passionnés qui lisent ces lignes. Si ce guide pratique et sans langue de bois vous a apporté de la valeur, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos prochaines analyses hebdomadaires. Prenez soin de votre extérieur, restez rigoureux dans vos choix. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour bâtir un aménagement extérieur qui traverse les décennies sans perdre de sa superbe, nous devons structurer notre approche autour de 4 grands pôles. Les circulations, les espaces de vie, la gestion du vis-à-vis et l'ambiance nocturne. En France, la tentation est grande de traiter ces espaces de manière isolée, en achetant un salon de jardin en mai, des dalles en juin et des arbustes en automne. C'est la garantie d'obtenir un résultat décousu qui dévalue votre propriété. Une cour réussie repose au contraire sur une classification rigoureuse des solutions et sur la compréhension fine des matériaux adaptés à notre climat hexagonal, qu'il s'agisse des hivers humides du nord ou des étés caniculaires du sud. Commençons par les zones de transition et de stationnement, les allées et le dallage. Nous avons 3 grandes variantes. Les revêtements coulés ou compactés, comme le béton désactivé ou l'enrobé, offrent une durabilité maximale et un entretien presque nul. Parfait pour les accès de garage. Les revêtements modulaires, tels que les pavés emboîtables ou les dalles, en grès cérame posé sur intrigue, apportent un aspect très graphique et permettent un accès facile au réseau souterrain en cas de besoin. Enfin, les revêtements drainants, comme le gravier stabilisé sur plaque alvéolée, représentent l'alternative la plus vertueuse sur le plan écologique et la plus économique, tout en offrant ce crissement sous les pas typiques des parcs et châteaux français. Pour les espaces de détente, le match se joue généralement entre la terrasse en bois et le patio en pierre. Le bois, qu'il soit d'origine européenne comme le pin traité autoclave ou le mélèze, ou exotique comme l'ipé, apporte une chaleur incomparable au toucher, idéal pour marcher pieds nus en sortie de maison. Le composite de qualité, quant à lui, séduit par sa stabilité chromatique, mais attention au premier prix qui emmagasine la chaleur en plein été et deviennent brûlants. Face à cela, le patio en dalles de pierre naturelle, travertin, calcaire de Bourgogne ou en carrelage extérieur propose une inertie thermique excellente et une longévité qui se compte en générations, à condition que la pose soit parfaitement drainée, pour éviter le décollement dû au gel. Concernant l'intimité, l'erreur classique en France est de se ruer sur les kits de lattes d'occultation en PVC, à glisser dans les grillages rigides ou sur les panneaux de bois de grande surface. Ces solutions vieillissent très mal, sous l'action des UV et des tempêtes. Les professionnels préfèrent classer les dispositifs d'intimité en 2 catégories. Les barrières architecturales, claustras en aluminium ajouré, brise-vue en bois noble suspendu, qui structurent l'espace immédiatement, et les écrans végétaux. Pour ces derniers, oubliez la haie de tuyas rectiligne qui jaunit à la moindre maladie. La tendance durable est à la haie bocagère ou libre, combinant des essences persistantes et caduques qui évoluent au fil des saisons, tout en accueillant la biodiversité locale. Enfin, l'éclairage de la parcelle ne doit plus être pensé comme un simple outil de sécurité, mais comme un révélateur de volume. On distingue l'éclairage fonctionnel, puissant et dirigé vers le bas pour sécuriser les marches et les allées,
et l'éclairage d'ambiance. Ce dernier utilise des projecteurs basse tension orientés vers le haut pour magnifier le tronc d'un olivier ou révéler la texture d'un vieux mur en pierre. Le facteur clé de succès ici est la température de couleur. En France, pour éviter l'effet froid d'hôpital ou parking de supermarché, on bannit le blanc bleuâtre au-dessus de 4000 Kelvin et on sélectionne exclusivement un blanc chaud entre 2700 et 3000 Kelvin qui donne instantanément un aspect feutré et luxueux à votre propriété dès la tombée de la nuit. Analysons en détail les erreurs visuelles flagrantes qui trahissent instantanément un manque de recul et font paraître une cour bon marché, même si des sommes importantes y ont été injectées. Le premier effet visuel dévastateur est ce que j'appelle le syndrome du catalogue décousu. C'est le résultat direct de l'achat impulsif en jardinerie ou en grande surface de bricolage au fil des promotions. On se retrouve avec une terrasse en composite gris anthracite, juxtaposée à une allée en pavé rose saumon, bordée par des galets blancs de marbre espagnol au pied d'un olivier. Cette cacophonie de textures et de teintes crée une saturation visuelle. L'œil ne sait pas où se poser, et l'espace semble fragmenté, artificiel et surchargé. Le véritable luxe architectural repose pourtant sur la sobriété, une harmonie chromatique stricte, dictée par les pierres locales ou les teintes de la façade de la maison. Un autre point noir concerne le vieillissement prématuré des matériaux mal calibrés pour notre climat français. Prenez l'exemple des terrasses en bois résineux de premier choix posées, sans une ventilation sous face suffisante. Après 2 automnes pluvieux en Bretagne ou dans le bassin parisien, le bois ne sèche plus, il verdit, se voile, et les têtes de vis commencent à sauter. Visuellement, l'aspect chaleureux d'origine se transforme en une surface glissante et négligée. Même constat pour les dalles de travertin bon marché non adaptées au gel, choisies dans un format trop fin et posées à la hâte, sur un lit de sable sans double encollage. Elles finissent par se fissurer sous l'effet des hivers rigoureux de l'Est ou du Centre. Le rendu global évoque alors un chantier à l'abandon plutôt qu'un patio méditerranéen élégant. Du côté du végétal, l'impact visuel d'une mauvaise gestion de l'espace est tout aussi radical. L'erreur la plus commune est le non-respect des distances de plantation et des dynamiques de croissance. On achète un jeune plant de bambou ou de lierre en pot de 2 litres, trouvant le feuillage gracieux. On l'installe en pleine terre le long d'une clôture en bois pour se cacher rapidement du voisin. 3 ans plus tard, le spectacle est catastrophique. Les racines puissantes du lierre se sont infiltrées dans les joints du muret en créant des pressions structurelles, tandis que le bambou traçant a soulevé les bordures de l'allée en pavé et s'invite chez le voisin. Au lieu d'un écran vert structuré et apaisant, on obtient une jungle étouffante qui ferme l'horizon, assombrit la maison et exige des heures d'élagage épuisant pour ne pas tout laisser mourir en dessous. Enfin, l'effet visuel de l'éclairage nocturne est souvent le révélateur ultime de la qualité d'un aménagement. Beaucoup commettent l'erreur d'implanter des bornes solaires d'entrée de gamme, en plastique blanc, le long de leur cheminement. La nuit tombée, ces petites diodes diffusent une lumière blafarde, discontinue et sans puissance, qui n'éclaire pas le sol, mais agresse le regard en créant un effet de balisage d'autoroute. À l'inverse, l'absence totale de lumière sur les éléments forts du jardin, comme un vieux tronc de glycine ou un massif de graminées, aplatit l'espace et rend la cour oppressante dès le crépuscule. Économiser sur la qualité des optiques et sur l'étanchéité des spots encastrés mène inévitablement à des pannes dès les premiers orages d'été, transformant un investissement lumineux en une série de boîtiers noirs et inertes incrustés dans le sol. Passons à la pratique pour corriger ces erreurs et bâtir un projet solide, durable et économique. La règle d'or pour dépenser intelligemment est d'allouer 60% de votre budget à ce qui ne se voit pas. Le terrassement, le géotextile, les fondations en grave-ciment et le drainage. Si vous économisez sur la préparation du sol pour acheter des dalles plus chères, votre terrasse bougera au bout de 2 ans. Pour obtenir un rendu haut de gamme sans vous ruiner, l'astuce ultime en France consiste à utiliser du gravier stabilisé pour vos allées et vos zones de transition. En posant vous-même des plaques alvéolées de type nid d'abeille sur un lit de sable compacté, vous bloquez totalement le gravier. Visuellement, cela donne le charme épuré des parcs à la française, l'eau s'infiltre naturellement. Et cela vous coûte jusqu'à 5 fois moins cher qu'un dallage en pierre ou un enrobé. Pour les combinaisons de matériaux, restez sobre.
Associez le bois ou le composite uniquement avec un seul type de minéral local, du calcaire beige, du grès ou de l'ardoise selon votre région, et une couleur de métal pour les structures, comme l'aluminium gris anthracite, RAL 7016, très populaire et intemporel. Si votre terrasse en bois résineux a grisé de manière inesthétique ou s'est encrassée, ne la décapez pas au nettoyeur haute pression à bout portant, car cela détruit les fibres du bois. Utilisez plutôt un balai-brosse, un produit dégriseur biodégradable, et appliquez un saturateur une fois le bois sec pour raviver sa teinte naturelle, sans créer de film pelucheux, du côté des plantes. Si vous avez commis l'erreur d'installer des végétaux invasifs comme de la menthe traçante ou du lierre, la correction doit être radicale. Pour la menthe ou les bambous sans barrière, n'essayez pas de les arracher superficiellement. Chaque morceau de racine oublié recréera un plan. Utilisez la méthode de l'étouffement. Coupez tout à ras à la fin de l'été, couvrez la zone avec 2 couches de carton épais superposées, puis étalez 15 cm de broyat de bois ou de paillage d'écorce. Laissez le tout en place pendant 1 an complet sans y toucher. Privées de lumière et d'oxygène, les racines s'épuiseront d'elles-mêmes. Pour remplacer ces envahisseurs, achetez des alternatives vertueuses et locales. Remplacez la menthe par de la mélisse ou de la menthe poivrée, cultivée exclusivement dans de grands pots étanches posés sur vos pavés. Remplacez le lierre par un hortensia grimpant ou un jasmin étoilé qui s'accroche sans détruire les joints de vos maçonneries. Enfin, pour l'éclairage et l'intimité, l'erreur typique est de vouloir tout couvrir d'un coup avec du premier prix. Pour vos clôtures, au lieu d'acheter des canisses en plastique qui cassent en hiver, installez un grillage simple et plantez une haie variée, photignasse, laurier-thym, charmille. Cela demande 2 ans de patience, mais le résultat visuel est infiniment plus qualitatif et valorisant. Pour la lumière, passez sur un système basse tension de 12 volts. C'est un aménagement que vous pouvez câbler et installer vous-même en toute sécurité, sans avoir besoin d'un électricien. Enterrez les câbles à faible profondeur, utilisez seulement 3 ou 4 spots en inox orientés vers vos massifs et profitez d'une ambiance digne d'un grand hôtel pour le prix d'un week-end de bricolage. Nous y voilà. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour analyser votre terrain à partir de zéro. Évitez les pièges des catalogues de grande surface et concevoir un espace extérieur qui prendra de la valeur et du charme au fil des années. Aménager une cour ou un jardin en France ne s'improvise pas au gré des coups de cœur printaniers en jardinerie. C'est une démarche qui demande de la rigueur, de la patience et une vraie compréhension des matériaux et des végétaux que l'on introduit chez soi. En évitant les solutions plastifiées à bas coût et en bloquant définitivement les plantes invasives avant qu'elles ne dictent leurs lois sous votre sol, vous vous épargnez des années de corvée, des conflits de voisinage et des factures de remise en état qui se chiffrent en milliers d'euros. Pour vous assurer de partir sur de bonnes bases avant votre prochain achat ou avant le lancement de vos travaux d'été, voici votre mini checklist de validation à garder précieusement en tête. La fondation invisible, avez-vous alloué la majorité de votre budget au terrassement, au drainage et au compactage du sol avant de choisir le revêtement final de votre terrasse ou de vos allées? La règle des 2 matières. Votre projet se limite-t-il bien à 2 matériaux prédominants et une seule couleur de structure métallique en harmonie avec les enduits de votre maison? Le contrôle racinaire. Pour chaque végétal sélectionné, avez-vous vérifié sa vitesse de propagation et exclu les variétés à rhizome traçant non maîtrisés, comme les bambous ou la menthe en pleine terre? La sobriété lumineuse. Avez-vous banni les balises solaires blafardes au profit de quelques spots blanchos, 2700K à 3000K, basse tension bien ciblée sur les volumes? L'écran vivant. Avez-vous troqué les brise-vues en plastique ou les lattes en PVC pour une haie libre et diversifiée, adaptée à votre climat régional? Votre propriété mérite un aménagement pensé pour le long terme. Un espace où chaque euro investi se voit et se valorise à travers des textures nobles, des graviers bien stabilisés et des feuillages qui respectent l'architecture de votre habitation. Ce canal existe pour vous donner cette vérité d'e-sing, loin des discours marketing des rayons de libre-service. Si ce format d'analyse pas à pas vous a évité une erreur fatale ou vous a donné une idée concrète pour votre projet, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous hebdomadaires. Pour enrichir le débat
et nous entraider entre passionnés. J'ai une question essentielle à vous poser aujourd'hui. Dans quelle région de France jardinez-vous actuellement? Et quelle est la pire erreur d'aménagement, ou la plante la plus indomptable que vous regrettez amèrement d'avoir installée dans votre cour? Et partagez vos victoires et vos galères dans les commentaires juste en dessous. Vos retours sont une mine d'or pour tous les propriétaires qui découvrent cette vidéo et cherchent à concevoir un jardin sans regret. Prenez soin de vos extérieurs, travaillez méthodiquement, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.